lundi 2 novembre 2020. Sur le vif, un balado du CRIMIS, épisode 18. Échange en contexte de crise sociale et sanitaire avec Frédéric Marie, membre du CRIMIS et spécialiste en activités cliniques, direction des programmes santé mentale et dépendance du CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. Lors de la première vague de cette pandémie, pour pallier au manque de personnel, vous êtes délesté dans un centre d'hébergement de soins longue durée, un CHSLD. Comment s'est déroulé votre délestage? En fait, j'ai eu l'appel de mon patron vendredi 27 mars pour me dire que j'étais délesté en CHSLD. Le lendemain, en fait, j'ai reçu un appel des ressources humaines me demandant de faire un choix parmi les établissements qui avaient été identifiés auxquels il y avait besoin de renfort. J'ai choisi l'Institut de gériatrie de Montréal. Donc, j'ai été appelé pour la formation, comme je vous disais, le samedi par les ressources humaines. Le dimanche, je faisais ma formation de 2h30, formation théorique avec l'équipement de protection individuelle, un petit peu les soins de base, et puis en gros l'approche de milieu de vie en CHSLD, puis une formation pratique qui s'est traduite dans les faits par un premier quart de travail en après-midi sur une unité en CHSLD. Et puis le lendemain, donc le lundi matin, je rentrais, j'étais prête à commencer avec ma nouvelle équipe en tant que préposé aux bénéficiaires. Donc, vous vous retrouvez donc comme préposé aux bénéficiaires dans cet établissement, et quelle est la situation que vous découvrez? En fait, je découvre le front. On en a beaucoup entendu parler, nos anges gardiens, nos soldats qui vont au front. Je me suis rendu compte que sur les étages, de un, il y avait beaucoup d'infections. On parlait autour de quand j'ai commencé à l'Institut de gériatrie, au-dessus d'une centaine, pas loin de 200 personnes infectées. Puis il y avait déjà une quarantaine ou une cinquantaine de décès à ce moment-là. Donc, je m'attendais quand même à avoir des unités de soins qui étaient sous pression. Puis c'est un peu ça que je me suis rendu compte en arrivant. En fait, il n'y avait pas beaucoup de personnel régulier. La plupart des préposés qui étaient là étaient des gens délestés comme moi, donc qui avaient commencé soit la semaine avant moi ou en même temps que moi. Donc, il y avait eu en gros 2 heures et quelques de formation. Et puis, sinon, certains préposés venaient d'autres établissements, mais le personnel régulier n'était pas sur les étages. Donc, il y avait un peu de stress. Puis, c'était toute la gestion aussi des équipements de protection individuelle, à savoir les masques, les gants, les visières, les jaquettes. Il y avait une incertitude au départ à savoir si on allait avoir assez d'équipements. Donc, il y avait toute cette gestion-là qui était stressante, mais il y avait aussi des décès à tous les jours, à toutes les semaines. Donc, on rentrait travailler, puis des fois, il manquait certaines personnes qui étaient là la veille. Donc, c'était un peu ce climat-là dans lequel on est arrivé. Et puis, pas d'entourage, c'est-à-dire que les proches des résidents n'avaient pas accès aux unités. Donc, habituellement, ils prennent une part importante de certains soins aux personnes. C'est-à-dire, par exemple, les aider à manger, les mobiliser un peu, c'est-à-dire les faire se déplacer. Donc, il y avait une surcharge aussi due au fait que même les proches qui habituellement donnent un coup de main, ils n'étaient pas là. Et durant votre délestage, comment se déroulait une journée typique de travail? Les journées typiques de travail en CHSLD, c'était d'abord de revêtir l'équipement de protection individuelle. Donc, on faisait la file pour aller à la station où on s'habillait. Puis après ça, on montait sur les étages, puis c'était la routine de la journée qui commençait, c'est-à-dire d'abord le changement de quart de travail pour voir c'est quel résident, s'il y a des particularités qui se sont passées pendant la soirée ou la nuit précédente. Puis après ça, on partait sur l'étage à lever les résidents. Donc, souvent, c'est de redresser le dossier du lit, puis les installer pour le déjeuner, servir les déjeuners, les soutenir à l'alimentation pour ceux qui n'étaient pas capables de manger de façon autonome. Après ça, on ramasse toutes les restants du déjeuner pour, après ça, faire la tournée des soins, donc changer les personnes parce qu'ils n'ont pas été changés depuis la veille au soir, donc donner les soins d'hygiène et puis les lever parce qu'il y en a qui peuvent se lever, il y en a qui vont rester au lit, il faut au moins les installer pour qu'ils passent leur avant-midi parce que l'autre tournée par la suite, c'est à l'heure du dîner où on va servir les repas, encore une fois, aider à manger, desservir. Dans l'après-midi, il y a une autre tournée pour les soins d'hygiène et puis, suite à ça, il y a le changement de quart qui est autour de 3h30.
Au cours de cette expérience, y a-t-il eu des moments plus difficiles que d'autres ou un événement qui était particulièrement éprouvant? Bien sûr, il y a eu des moments très éprouvants, je dirais même à la limite du traumatisme, parce qu'on était dans un contexte de crise sanitaire, une pandémie où les gens mouraient. Donc, de voir des gens mourir, c'est quelque chose de très éprouvant quand on a un sentiment d'impuissance, puis de voir qu'on peut pas rien faire, puis que la personne est très souffrante, puis probablement que le lendemain, elle sera plus là. J'ai trouvé ça très éprouvant. Peut-être le plus difficile, c'était de pas être en mesure de donner des soins adéquat à des personnes dans un cadre de dignité à cause de la surcharge et puis du fait que si on prenait le temps de façon adéquate avec quelqu'un, mais il y a quelqu'un d'autre qui payait pour. Donc, quelqu'un qui allait rester plus longtemps dans sa couche souillée, donc elle allait avoir une peau irritée parce que on prenait soin d'une personne qui était très anxieuse puis qui avait peur de mourir, puis elle avait besoin de verbaliser à ce moment-là. Donc, c'était de gérer le temps dans un contexte où il fallait alimenter aussi des personnes, ça allait beaucoup plus vite de leur donner, par exemple, une bouteille d'ensure que de prendre 30 à 45 minutes pour la faire manger de façon convenable, mais on se faisait mettre de la pression aussi de pouvoir arriver à voir chacun des résidents dans la journée. Après ça, il y a eu tellement de beaux moments aussi. Je me rappelle d'une dame qui, ça lui piquait dans le dos, puis que les gens ne s'arrêtaient pas nécessairement pour lui gratter le dos. Bon, peut-être qu'il y avait un inconfort à poser ces gestes-là, puis peut-être que quand on se met à gratter le dos d'une personne, mais on n'a pas fini parce que tout le monde voudrait se faire gratter le dos, qu'on n'a pas le temps de gratter le dos de tout le monde. Mais par ces petits moments-là où c'est un soulagement, mais je voyais dans le visage de cette dame que ça lui faisait tellement du bien, elle verbalisait un petit peu de son parcours de vie, puis j'ai réalisé à travers ça que c'est une personne qui avait une expérience de préposé aux bénéficiaires pendant de nombreuses années, puis qu'elle regardait tout ce qui se passait avec les nouveaux préposés, le délestage et puis la pandémie avec un regard, disons, elle avait un petit peu de philosophie quand elle nous regardait aller puis qu'elle discutait de ça, mais on n'avait pas eu le temps de s'intéresser au fait qu'elle-même avait vécu la réalité là, de préposer aux bénéficiaires. Fait que ça m'a un peu montré que en prenant un petit peu de temps, on pouvait découvrir tout un pan de la vie des gens puis l'utiliser après ça dans nos soins qu'on donnait pour rendre ça un petit peu plus humain. Et cette crise socio-sanitaire a mis en relief certains dysfonctionnements du système de santé, en particulier dans les CHSLD. Quel constat tirez-vous de cette expérience? En fait, que les problèmes dans les CHSLD étaient très importants et ça datait de bien longtemps avant la pandémie qui a juste ajouté une pression. Puis avec un regard de l'extérieur, c'est-à-dire que les gens se dénoncent ce qui se passe dans les CHSLD, la réalité de la surcharge de travail, le manque de reconnaissance professionnelle au niveau des conditions de travail et des conditions salariales, mais surtout l'impact que ça a sur la qualité de vie des personnes qui doivent résider là parce qu'ils n'ont pas le choix. Ça l'a mis une lumière sur quelque chose qui se passait déjà puis que les gens dénonçaient de l'intérieur. Là, disons que monsieur, madame, tout le monde, la population en général ont pris la mesure de ces difficultés-là. Donc, la pandémie de Covid-19 vient d'une part renforcer les inégalités sociales existantes, voire en créer de nouvelles. Quel constat faites-vous à ce niveau? C'est sûr que quand on a vu la pénurie de personnel puis la crise en CHSLD qui a fait en sorte que les personnes délestées devaient aller prêter main forte là-bas, c'est sûr que ça renforce pour moi l'idée qu'il y a vraiment des inégalités sociales dans le réseau de la santé au niveau des ressources humaines puis du personnel. La crise des CHSLD est aussi due à la crise des salaires des préposés et puis à la surcharge de travail, dans le fond, qu'ils rencontrent. Donc, ceci explique cela. Donc, ça m'a aussi démontré les inégalités dans le système comme tel. Puis après ça, au niveau des usagers, j'ai réalisé que les gens qui étaient en CHSLD, pour la grande majorité, c'était des gens qui vivaient dans la plus grande précarité, donc souvent moins d'entourage puis de famille qui peuvent subvenir à leurs besoins puis s'occuper d'eux. Pendant le plus fort de la crise, les proches n'avaient pas le droit de visiter, dans le fond, les membres de leur entourage qui étaient hébergés, mais on a réalisé quand les portes ont ouvert pour laisser rentrer les visiteurs que la grande majorité des résidents
résidents que je m'occupais sur les étages avaient pas de proches qui venaient les visiter. Et puis, il y avait très peu de ressources financières aussi. Là, c'était des gens qui avaient une précarité et financière et sociale. Donc, c'était pas les gens qui étaient les plus favorisés dans notre société, là, qui ont passé, je dirais, dans le pic de la crise et puis les décès dans notre population. C'était dans les CHSLD. Puis dans les CHSLD, ben, c'est les gens qui sont probablement les moins favorisés là, dans notre société. Fait que ça m'a fait réaliser la grande injustice du fait que les personnes qui sont en fin de vie, qui ont donné toute leur vie, puis qui tout d'un coup ont besoin d'un soutien pour préserver le peu d'autonomie, ben ils sont laissés à eux-mêmes. Et puis dans un contexte aussi de crise sanitaire, il n'y avait même pas accès à un personnel régulier au même visage qui venait les aider, comme c'était le cas habituellement. Là, c'était en rotation des gens qui connaissaient pas, peu expérimentés, qui étaient masqués, qui étaient presque en scaphandre. Là. Donc, on peut dire que les personnes hébergées ont vécu peut-être le plus horrible de la crise. Parce qu'en plus du stress de peut-être mourir, il y avait aussi le stress de mourir dans des conditions qui étaient indignes là, de personnes qui ont tout donné là, dans leur vie à la société. Et comment voyez-vous la suite? J'aimerais ça être optimiste, mais de par l'histoire, j'ai l'impression qu'on va oublier cet événement-là et puis qu'on va revenir un peu à nos bonnes vieilles habitudes, c'est-à-dire de négliger, de regarder où est-ce qu'on n'aime pas ce qu'on voit. L'incapacité des gens personnellement de pouvoir fournir quelque chose qui soit adéquat, c'est un problème de système et malheureusement, une fois que la crise va être passée, j'ai l'impression que les projecteurs tournés sur d'autres problèmes, on va peu se rappeler de la réalité de ces personnes-là. Pour résumer mon expérience, je dirais que je n'ai pas été traumatisé de voir ce qui se passait dans les CHSLD. J'ai eu beaucoup de tristesse et beaucoup d'impuissance. Je souhaite beaucoup que nos décideurs se rappellent de cet épisode peu glorieux de notre histoire de système de santé et puis qu'on va travailler à prévenir des conditions inhumaines là, pour nos personnes dépendantes là, dans l'avenir, sans qu'on ait besoin d'une crise sanitaire mondiale pour nous rappeler à l'ordre.